C'est un choc mondial qu'on va analyser aujourd'hui. Donald Trump avait annoncé que le 2 avril marquerait un jour de libération pour les Américains et il a finalement donc annoncé dans ce cadre-là une vague de nouveaux droits de douane aux États-Unis. Alors de quoi s'agit-il? Quelles ont été les réactions à travers le monde? Comment ces annonces peuvent impacter la France mais aussi le reste des pays? Et pourquoi est-ce une stratégie aussi risquée pour Donald Trump? Un sujet majeur donc qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. C'était donc attendu depuis plusieurs semaines. Le président américain Donald Trump a annoncé une hausse généralisée des droits de douane à l'entrée des États-Unis. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce que c'est un droit de douane et de quoi est-ce qu'on parle ici? Concrètement donc à partir du 5 avril, donc ce samedi, il y aura une taxe additionnelle de 10% qui va s'appliquer sur tous les produits qui sont étrangers et qui entrent sur le territoire américain. Et dès le 9 avril, donc quelques jours après, il y aura plusieurs pays qui vont subir des surtaxes spécifiques. C'est le cas de la Chine qui devra faire face à une surtaxe plus importante puisqu'elle sera de 34%, en plus donc des 20% qui sont déjà en place. Donc ça porte le total des taxes sur les produits chinois à 54%. L'Union européenne, quant à elle, devra faire face à une surtaxe de 20%. À noter tout de même qu'il y a certaines catégories de produits comme les produits pharmaceutiques ou encore les semi-conducteurs qui ne sont pas concernés par ces droits de douane. Bon, au vu des questions que j'ai pu voir ces derniers jours dans les commentaires, c'est important ici de rappeler que les droits de douane, ce sont des frais, donc des taxes que les entreprises basées aux États-Unis doivent payer au gouvernement fédéral, donc le gouvernement à l'échelle de tous les États-Unis. Et c'est donc une taxe qu'ils payent lorsqu'ils importent des produits qui sont soumis à ces taxes. On va prendre un exemple très simple. Imaginons il y a une entreprise américaine qui veut importer, je sais pas, des vêtements venant de Chine. Et donc pour importer ces vêtements de la Chine aux États-Unis, elle doit payer un droit de douane aux autorités américaines avant de pouvoir les vendre dans ses magasins aux États-Unis. Et le montant de ce droit de douane, il est calculé en fonction de la valeur déclarée du produit avant son entrée aux États-Unis. Et donc c'est pas les entreprises chinoises en l'occurrence ici qui payent ces taxes, mais c'est bien les entreprises américaines. Et là on prend le cas de vêtements, mais ça peut être sur plein de choses. Imaginons une entreprise qui est certes basée aux États-Unis, mais qui a besoin de pièces détachées qui viennent de Chine. Bon bah ces pièces détachées, ça reste des produits, c'est donc des choses qui vont être soumises à des taxes et à ces droits de douane qu'on évoque ici. Alors après, face à cette taxe, l'importateur américain, l'entreprise américaine par exemple, elle a deux options. Soit elle va augmenter ses prix, ce qui va forcément impacter directement les consommateurs aux États-Unis, ou alors ce qu'elle peut faire, c'est réduire ses marges. Mais évidemment, même si c'est l'entreprise américaine qui paye, l'exportateur chinois, il peut aussi avoir un impact, bien qu'il ne paie pas directement cette taxe, il peut en subir les conséquences puisque il peut être amené à se dire bon, si je veux continuer à être compétitif et continuer à faire en sorte que les entreprises achètent mes produits malgré ces droits de douane importants, peut-être que je vais moi-même soit baisser mes prix, soit baisser ma marge. Donc on voit que c'est après une question de rapport de force d'une certaine façon. Bon, évidemment, les droits de douane en soi, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, ça existe depuis des siècles. Il y a de nombreux pays d'ailleurs qui les ont utilisés pour protéger leurs industries face à la concurrence étrangère. Ce qu'on peut noter tout de même, c'est que depuis la fin des années 90, avec la création notamment de l'Organisation mondiale du commerce et des politiques de libre-échange de pays occidentaux qui se sont développées, il y a beaucoup de droits de douane qui ont été réduits avec tout un tas de conséquences. L'objectif affiché, c'était de diminuer les coûts des biens de consommation et de stimuler le développement aussi de pays moins favorisés. Mais ça, c'est, disons, la face positive en quelque sorte, ou en tout cas attendue d'un point de vue positif. Et évidemment, il y a eu aussi d'autres conséquences, y compris des conséquences négatives. On va pas faire un cours d'économie ou un débat d'ailleurs économique là-dessus, mais c'est juste pour redonner un petit peu de contexte. Alors pourquoi est-ce que Trump, de son côté, souhaite augmenter les droits de douane? On en a déjà parlé, Trump et son administration, ils justifient ces mesures par plusieurs choses. Déjà, il y a cet objectif de protéger l'industrie américaine en incitant donc les entreprises à relocaliser leur production directement sur le sol américain, ce qui permettrait côté américain, ou plus précisément côté états-unien, de réindustrialiser le pays et de créer des emplois. L'objectif affiché aussi ici du côté de Trump, c'est de réduire le déficit commercial des États-Unis. Le déficit commercial, c'est donc l'écart entre ce qu'un pays achète à l'étranger et ce qu'il vend à l'étranger. Aujourd'hui, ce déficit commercial, il atteint un record du côté des États-Unis et donc Trump veut inverser cette tendance. Ça, c'est donc l'objectif du côté de Trump. Il estime qu'il applique des droits de douane réciproques. Il estime qu'il traite entre guillemets les autres pays de la même façon que son pays est traité. L'objectif, on l'a dit, relocaliser la production, favoriser les entreprises américaines, etc., etc. Sauf que il faut bien noter que c'est une stratégie qui est extrêmement risquée, surtout quand on voit la façon dont c'est mis en place
et eh bien à quel point c'est des hausses qui sont importantes. Et le risque, c'est quoi? Le premier risque qu'on peut voir spontanément, c'est un risque d'inflation, donc une hausse générale des prix aux États-Unis avec en parallèle un ralentissement de l'économie américaine. Comment est-ce que ça pourrait se dérouler? C'est très simple. Il y a des entreprises qui dépendent typiquement de produits ou de choses qui viennent de l'étranger. Vu qu'il y a une hausse des droits de douane, ils peuvent se retrouver à devoir répercuter tout ça sur leurs prix, ce qui augmente déjà les prix, ou alors à réduire leurs marges, mais ce qui peut là ralentir l'économie, inciter peut-être dans certains cas à moins embaucher par exemple. La vraie question ici, c'est de savoir dans quelle mesure tous ces produits qui vont être impactés, ils peuvent être relocalisés ou non aux États-Unis. Et ça, on pourrait en parler pendant des heures, ça dépend beaucoup des industries, ça dépend beaucoup des secteurs. Enfin, pour terminer, c'est un point important qui est mis en avant par beaucoup d'économistes, on est aussi dans une situation où Donald Trump, dans ses discours, a eu, disons, des échos assez contradictoires. Si on prend le cas, par exemple, du Mexique ou encore du Canada et des droits de douane pour ces deux pays, il y a eu plusieurs allers-retours comme ça, où il a annoncé des droits de douane, puis il a dit que finalement, il était prêt à négocier, puis finalement, ça a été imposé. Et donc ce climat d'incertitude en quelque sorte, il peut inquiéter les entreprises et on peut se retrouver avec des entreprises qui se disent bon, éventuellement je pourrais être intéressé à l'idée de produire aux États-Unis si les droits de douane y restent, sauf que je sais pas s'ils vont rester parce que ça fait que changer et donc dans le doute, bon bah je vais peut-être pas y aller parce que ça me paraît risqué. Enfin, le risque qu'on peut noter pour Donald Trump, c'est d'avoir des représailles commerciales à travers le monde, c'est là qu'on parle de guerre commerciale. Alors je peux pas détailler ici toutes les prises de parole qui ont suivi cette annonce puisque forcément ça impacte le monde entier donc tout le monde réagit. On peut peut-être se concentrer plus précisément sur les réponses européennes. Du côté de l'Union européenne, il y a une sorte de double discours, si on peut dire ça simplement. Il y a à la fois la menace de représailles amener aussi des hausses de droits de douane sur les produits américains. Et en parallèle, il y a l'idée de se dire peut-être qu'on peut négocier, peut-être qu'il y a des négociations qui sont possibles avec les États-Unis. Et on parlait d'incertitude, là c'est typiquement une incertitude qui demeure, puisque même si tout ça a été annoncé et signé hier, Trump avait expliqué samedi dernier sur la chaîne américaine NBC qu'il n'était pas fermé à trouver des accords après mercredi. Je cite, si les gens sont prêts à nous donner quelque chose de grande valeur en retour. C'est ce qui fait donc qu'il y a typiquement là une incertitude et peut-être que là on est jeudi aujourd'hui au moment où j'enregistre, peut-être que tout ça va être annulé, alors pas pour tous les pays mais typiquement pour certaines zones où il y aurait des accords. En tout cas dans les mesures de droits de douane qui pourraient être augmentées côté européen sur les produits américains, c'est notamment aussi les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple ou encore Microsoft qui pourraient être envisagés à l'échelle européenne avec une surtaxe sur ces produits et sur ces services. Alors maintenant, quel va être l'impact de tout ça sur l'économie mondiale? C'est très dur de le dire, déjà on l'a compris, un côté américain ça paraît encore incertain. Ce qu'on peut voir c'est que les marchés financiers partout dans le monde ont pas mal chuté depuis l'annonce hier. Alors ça veut pas dire que ça va continuer à chuter pendant des mois, on peut pas prédire tout ça, simplement ça montre qu'il y a une forme de mouvement de panique en quelque sorte avec ces annonces et qu'on est dans tous les cas très loin de l'euphorie post-élection de Donald Trump ou après son élection au mois de novembre. Et bien à l'inverse, les entreprises étaient très optimistes et il y avait des envolées en bourse qui étaient assez importantes sur certaines entreprises américaines. Plus précisément maintenant, du côté de la France, ce qu'on peut noter c'est que la France est moins concernée en quelque sorte par ces droits de douane pour une raison assez simple. Par rapport à certains pays et notamment par rapport à l'Allemagne, la France dépend un peu moins des États-Unis pour ses exportations. Maintenant, si on rentre dans le détail, ce qu'il faut quand même noter, c'est que ça reste un pays avec lequel on échange beaucoup et vers lequel quand même on exporte beaucoup. Il y a certains secteurs qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres. On pense à l'aéronautique, au luxe, au vin ou encore au cognac. Typiquement, la filière française des vins et spiritueux, elle craint un recul d'environ 800 millions d'euros d'exportation, selon un communiqué qui a été publié cette nuit. Et je terminerai là-dessus parce que je sais que je suis un peu long là, mais ça me paraît important de le voir. Ce qui se passe ici aux États-Unis, les répercussions, elles seront mondiales, et elles seront mondiales, y compris d'ailleurs sur des échanges qui ne concernent pas les États-Unis. Et de quoi est-ce qu'on parle ici? C'est très simple. Dans une situation où les États-Unis taxent beaucoup l'Union européenne, mais aussi la Chine, on peut imaginer que la Chine se dise « Attendez, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se tourner maintenant davantage vers l'Union européenne, on va essayer de se rapprocher de l'Union européenne, par exemple, pour développer des échanges, histoire de moins dépendre typiquement des États-Unis. » Bref, il peut y avoir une véritable recomposition du commerce mondial. Maintenant, on l'a dit, même s'il y a eu beaucoup de mesures ici et que ça a provoqué une forme de choc mondial, tout ça peut être négocié potentiellement dans les prochaines heures et dans les prochains jours. On verra donc comment tout ça évolue. Je vous tiendrai au courant directement sur Instagram. Vous le savez je pense, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu en visite en Hongrie ce jeudi. Il faut savoir que cette visite est assez marquante puisque depuis novembre 2024, Benjamin
Benyamin Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Et c'est donc la première fois qu'il se rend dans un pays censé l'arrêter, et la Hongrie brave donc ici son obligation légale selon la CPI. Du coup, la Hongrie a finalement annoncé dans la foulée ce jeudi commencer les démarches pour quitter la Cour pénale internationale, dénonçant une institution politiquement biaisée. La CPI a pour mission de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves dans le monde lorsque les pays n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire eux-mêmes. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a toujours soutenu Benyamin Netanyahou, et c'est d'ailleurs à son initiative qu'il a été invité en Hongrie. Et d'ailleurs, vu qu'on parle du Proche-Orient, il faut savoir que le Hamas a rejeté dans la nuit la dernière contre-offre de trêve formulée par Israël. Cette contre-proposition avait été annoncée samedi par Israël après que le pays a refusé le plan de trêve proposé par les médiateurs égyptiens et qataris. Ce plan de trêve avait été accepté par le Hamas, mais donc refusé par Israël, qui a fait une contre-proposition. L'objectif de ce plan, c'est notamment de rétablir une trêve dans la bande de Gaza et de libérer les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Mais le Hamas accuse Israël de chercher à faire dérailler tout accord. Sur les 251 otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023, 58 sont toujours retenus dans le territoire palestinien, dont 34 morts selon l'armée israélienne. Deuxième actu, le milliardaire américain Elon Musk pourrait bientôt quitter le gouvernement américain selon le site d'information américain Politico. En fait, dans un article publié ce mercredi, Politico affirme, en citant des sources anonymes, que Donald Trump est satisfait d'Elon Musk, mais qu'il aurait néanmoins annoncé à son cercle intime qu'il partirait bientôt. Elon Musk est actuellement à la tête du département de l'efficacité gouvernementale mis en place par Donald Trump. Son objectif, c'est notamment de réduire les dépenses du gouvernement américain. Mais depuis sa prise de fonction, ces méthodes sont jugées controversées et peuvent mener à des tensions en interne. Le mois dernier, Elon Musk et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio se seraient par exemple disputés lors d'une réunion organisée à la suite de nombreuses plaintes pour calmer les mécontentements internes, ce que Donald Trump dément. En tout cas, Elon Musk lui-même a démenti cette information sur X, et la Maison-Blanche a indiqué, je cite, qu'Elon Musk quittera la fonction publique lorsque son incroyable travail sera terminé. On suivra ça. Troisième actu, le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, a été condamné en appel ce mercredi à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité. En fait, en octobre 2019, lors d'un débat dans l'émission Face à l'info diffusée sur la chaîne CNews, Éric Zemmour avait affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, entre le printemps 42 et l'été 44, environ 75 000 juifs ont été déportés de France avec l'accord de l'État français, qui était alors administré par le maréchal Pétain, qui a donc collaboré avec les nazis. Dans un communiqué, Éric Zemmour a affirmé qu'il n'a, je cite, à aucun moment souhaité défendre Pétain, et a annoncé qu'il formerait un pourvoi en cassation, donc pour rejuger l'affaire. Quatrième actu, 39 enfants ont été placés sous protection et 79 personnes de 31 pays différents ont été interpellées après le démantèlement en Allemagne de l'une des plus vastes plateformes de pédopornographie du monde. Ce réseau s'appelait Kidflix, il était accessible sur le Darknet et il hébergeait plus de 91 000 vidéos d'abus sexuels sur des enfants selon Europol, l'agence de police de l'Union européenne. 1,8 million de personnes dans le monde se seraient connectées sur ce site depuis avril 2022. Au total, près de 1400 suspects ont été identifiés en 3 ans d'enquête. Il s'agit de la plus grande opération contre ce type de cyberdélinquance dans l'histoire d'Europol. Le site est désormais désactivé. Cinquième actu, dès la rentrée de septembre 2025, tous les élèves en classe de 6e effectueront des tests de forme physique, ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Alors autant le dire tout de suite, c'est important de le préciser, ce test sera mis à disposition de tous les collèges, mais ne sera pas obligatoire. Il pourra être réalisé en tout début d'année, comme les évaluations nationales en français et en mathématiques, qui permettent de vérifier les acquis des élèves. Il comportera 3 épreuves, un test d'endurance, un test de force musculaire et un test de vitesse, qui s'effectueront avec un professeur d'EPS. A noter que ce test, tout comme ceux en français et en mathématiques, n'ont pas d'impact sur le passage ou non en 5e. Ils servent uniquement à identifier les forces et les lacunes des élèves dans le but d'aider les enseignants et accompagner les jeunes en difficulté. Cette mesure était déjà expérimentée dans certains établissements et d'après les premiers chiffres de l'Éducation nationale, 4% des élèves qui ont déjà été testés en 6e sont considérés en difficulté et ont donc un besoin d'accompagnement dès le début de l'année scolaire. On en reparlera quand tout ça sera mis en place. Et on termine avec cette actu et c'est une bonne nouvelle, l'association Atmo France a déployé une nouvelle carte plus précise pour les personnes allergiques au pollen. En gros, jusqu'à présent, il existait une sorte de météo du pollen pour savoir si oui ou non du pollen se trouve en grande quantité dans l'air, mais seulement à l'échelle départementale. Désormais, cette nouvelle carte sera donc à l'échelle des communes. En gros, si vous êtes allergique au pollen, vous pourrez consulter cette carte qu'on vous met en description et savoir si vous risquez une réaction allergique en sortant de chez vous. Cette nouvelle carte devrait également être actualisée tous les jours, donc pratique pour les prochains mois. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez qu'on traite sur ce format, n'hésitez pas. Merci d'être chaque jour plus nombreux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci pour votre confiance
et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.